Donc bonjour tout le monde, je me présente rapidement. Donc moi je suis Mathieu Vergniaud, je suis enseignant en activité physique adaptée et je suis responsable de la mission sport santé au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine du côté de la direction déléguée à l'autonomie. Et dans ce cadre-là, je vais vous présenter un petit peu la thématique des programmes anti-chute en EHPAD qui sont basés bien évidemment sur l'activité physique adaptée. L'objectif de l'ARS pour cette troisième appel à candidature, parce qu'on a démarré les premiers appels à candidature en 2023, c'est vraiment d'essayer de déployer sur toute la nouvelle Aquitaine des programmes probants, c'est-à-dire qui ont fait leur preuve d'efficacité en direction des résidents chuteurs, ou en tout cas ceux qui ont le plus de risques de chute, et donc d'entraîner des hospitalisations. Avant de démarrer réellement dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que le webinaire est enregistré, que le support de présentation ainsi que l'enregistrement sera disponible directement sur la page de l'appel à la candidature de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc n'hésitez pas à retourner d'ici plutôt le début de semaine prochaine sur le site pour avoir accès à ces différentes présentations. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de faire un point en fait sur l'historique, parce qu'on démarre notamment grâce au plan anti-chute national et à sa déclinaison au niveau régional. Le deuxième point, c'est prendre connaissance des recommandations internationales quant à l'activité physique, et notamment leur intérêt autour des stratégies anti-chute, et puis évidemment de vous présenter ce que l'on souhaite déployer avec vous en partenariat sur les EHPAD de la Nouvelle-Aquitaine. Donc le plan anti-chute au niveau régional, c'est surtout un focus sur l'axe 4 qui est l'activité physique meilleure arme anti-chute. Donc ça a démarré finalement en 2021-2022 autour de 5 axes particuliers que veut développer le national, notamment sur une chose importante qui est l'axe 1, savoir repérer les risques de chute et les alerter, aménager son logement, l'axe 2, les aides techniques à la mobilité pour tous, axe 3, l'axe 4, bien évidemment, une thématique importante autour de l'activité physique, et puis l'axe 5, la téléassistance pour tous, avec un axe transversal de façon importante, c'est le fait d'informer, de sensibiliser, que ce soit les acteurs de l'activité physique, les acteurs de santé, les professionnels, les directions d'EHPAD, les hospitaliers, etc., autour des actions, des solutions, des sensibilisations autour de l'activité physique, des chutes, des aides techniques et bien évidemment de la façon dont on peut aménager son logement autour du risque des chutes. Ça, c'est la première chose qui va être déployée au niveau national, et cette fois-ci, nous, au niveau régional, on a décliné en fait ces 5 axes-là particuliers sur des actions types phares que l'on souhaiterait aménager sur tout le territoire néo-aquitain. Donc tous ces documents, vous les avez également sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et notamment le plan anti-chute spécifique régional de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Dans ces différents axes, axe 1, 2, 3, 4, 5, on a une fiche, donc vous verrez que le document est organisé selon des fiches actions, et la fiche action 4.2, c'est la structuration en EHPAD et la mise en place de programmes anti-chute basés sur l'activité physique adaptée. On est parti d'un constat qui se veut également être national, mais notamment en région Nouvelle-Aquitaine, c'est que beaucoup d'activités physiques ou de programmes d'activité physique, adaptés ou non d'ailleurs, sont mis en place dans les établissements, mais peu suivent les recommandations internationales d'activité physique. Et puis, le deuxième point, c'est que ils ne sont, pour la plupart, en tout cas, peu pérennes, en fait. Donc, c'est souvent sporadique, une séance par-ci, une séance par-là. Ça démarre au mois de septembre, ça arrête au mois de décembre. Et puis derrière, il y a très peu de suivi et de retour sur investissement. Et souvent, les résidents comme les professionnels souhaitent continuer et faire perdurer ces programmes d'activité physique. Donc, l'objectif, vraiment, c'est comme je vous l'ai présenté au départ, de la mise en place de programmes probants. Donc, d'essayer vraiment de s'appuyer sur les ressources scientifiques qui nous aident à construire des programmes spécifiques
spécifique d'activité physique. Puis, c'est d'améliorer les capacités physiques et donc l'autonomie des résidents ainsi que leur participation sociale. Donc, on va aussi compter sur l'ensemble des professionnels pour essayer de faire passer ces messages-là, que ce soit aux côtés des résidents, mais aussi des familles et des aidants. Mais l'objectif, c'est aussi de former les professionnels, en tout cas de les sensibiliser à l'intérêt de l'activité physique pour faire bouger les résidents, mais aussi pour eux, pour essayer de maintenir un niveau important de conditions physiques. Nous sommes le pilote de cette fiche action. Alors, l'agence régionale, donc on est plusieurs collègues à organiser ces thématiques-là au niveau de la région. Le deuxième point, c'est les programmes d'activité physique qui sont aujourd'hui validés au niveau international. Donc, il y a beaucoup de littérature. Il y a un document en particulier qui est une expertise collective de l'INSERM qui a été publié il y a à peu près 5-6 ans, plutôt une dizaine d'années, pardon, autour de l'activité physique et la prévention des chutes chez les personnes âgées. Donc c'est un petit ouvrage de 500 pages qui fait le point en fait très facilement sur l'activité physique, qu'est-ce que c'est, et puis quand on fait faire de l'activité physique aux personnes âgées, qu'est-ce qu'on attend comme résultat, quel type de programme, et puis surtout, il y a tout un plan, tout un axe sur l'activité physique auprès de personnes âgées qui sont en difficulté ou qui sont en perte d'autonomie, notamment dans les établissements. Et donc, de cette synthèse de recommandations de 2015 est sorti beaucoup d'articles également, notamment, cette fois-ci, actualisé en 2020 sur les preuves d'efficacité de l'activité physique chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est un consortium en fait qui a travaillé sur quel serait le meilleur programme ou la meilleure intervention non médicamenteuse qu'est l'activité physique auprès de ces personnes-là. Ce qu'on rencontre et ce qu'on lit aujourd'hui, ce qui semblerait fonctionner, ou le mieux fonctionner en tout cas par rapport à d'autres thématiques, c'est au moins 2 heures de pratique par semaine, sur au moins 6 mois d'accompagnement, avec des séances d'environ 45 à 60 minutes, et si possible, un jour de repos entre les séances. Ça, c'est ce qui semblerait fonctionner quand on prend le programme, en tout cas la forme du programme, auprès de personnes âgées de plus de 65 ans, et notamment des personnes qui sont en EHPAD. Le contenu des séances, il est assez libre finalement. C'est du renforcement musculaire qui peut être assis ou debout, des exercices d'équilibre bien évidemment le plus souvent possible debout, et puis tout ce qui est en lien avec les logiques internes sportives ou artistiques, en lien avec les activités physiques ou ce qu'on a eu l'occasion de faire il y a quelques années ou qu'on continue à mettre en place aujourd'hui, que ça peut être un sport, ça peut être un jeu traditionnel, vraiment peu importe la thématique, l'objectif c'est d'essayer de faire bouger les résidents. Les résultats, donc il y a plusieurs organisations au niveau international qui sont intéressées à quel type de résultats on peut attendre, notamment la Cochrane. Donc la Cochrane, c'est une organisation qui vient traiter les différentes données statistiques de milliers d'articles scientifiques. On remarque quoi quand on met en place ce type de programme auprès de personnes âgées, notamment en établissement, c'est qu'on a une diminution d'environ 30% des chutes au bout de 6 mois, voire 1 an, une fois que les programmes d'activité physique adaptés sont mis en place. Et donc, on pourrait s'attendre à une diminution des chutes des personnes âgées de plus de 30%, en tout cas d'environ 30%, si et seulement si on met en place des programmes d'activité physique qui comprennent du renforcement musculaire, des exercices d'équilibre, et puis tout ce qui est activité ludique pour faire passer un petit peu, on va dire, la pilule pour certains résidents qui ont plus de difficultés à se mettre en mouvement. Il s'avère qu'il y a un effet dose-réponse. Alors cet effet dose-réponse, il fonctionne énormément, que ce soit chez les plus jeunes ou les plus âgés. C'est-à-dire que plus les personnes sont actives, plus les réponses sont importantes, c'est-à-dire plus l'effet de l'activité physique est importante, et donc on pourrait voir, et en fonction des études, on le voit d'ailleurs apparaître, jusqu'à 40 voire 50% de chute en moins à la fin d'un programme, entre le début et la fin, voire en comparant deux populations, une population qui fait de l'activité physique et une population qui n'en fait pas. Donc maintenant, une fois qu'on sait ça et on a à peu près l'organisation réelle d'un programme anti-chute, je vais vous présenter un petit peu les détails des éléments du cahier des charges que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire, et je suppose que si vous êtes là, c'est aussi parce qu'on vous en a fait part. Donc l'organisation de façon globale, la première chose, c'est les personnes incluses qui ont des risques de chute modérés. Et ce risque de chute modéré,
on considère aujourd'hui en tout cas que ceux qui vont pouvoir répondre au mieux en fait à ces programmes d'exercice physique ou d'activité physique adaptée, c'est les résidents en GIR 3-4. Ce programme anti-chute, il va être mis en place. Au début, il y a une évaluation pré-programme, donc on va les développer. Puis ensuite, sur la première année, il y a un programme d'activité physique adaptée. Re-évaluation à la fin de cette première année. Puis, il y a un suivi d'activité physique sur la deuxième année. Ce qui fait que déjà, le programme anti-chute, c'est 2 ans, une année complète d'activité physique, en tout cas de séance d'activité physique adaptée, et une deuxième année de suivi, en fait, de l'impact de ce programme d'activité physique adaptée. Avec 4 sessions d'évaluation, une au début du programme d'activité physique adaptée, une au milieu, une à la fin du programme d'activité physique adaptée et une à la fin totale du programme anti-chute dans son ensemble. En gris, vous voyez aussi une thématique importante qu'on va développer, c'est tout ce qui est éducation, formation, sensibilisation à la santé par l'activité physique en direction des professionnels, en direction des résidents, mais aussi en direction des familles, pour essayer de faire bouger un petit peu aussi tous les résidents, tous les professionnels autour d'une thématique importante qui est que l'activité physique, c'est bénéfique pour la santé, et peu importe l'âge et peu importe le moment de la journée ou de la semaine, en fait, tout simplement. Donc, toutes ces thématiques-là, cette vue globale, on va le détailler. Donc, premièrement, c'est les résidents. Donc, critères de sélection, GIR 3. Alors, évidemment, on voit apparaître depuis quelques années une diminution des résidents en GIR 3-4 et plutôt une augmentation des GIR 1, des GIR 2. Sauf que dans la littérature, on se rend compte que ces personnes-là, en fait, elles ont, donc GIR 1, GIR 2, elles ont plus besoin de rééducation que d'activités physiques adaptées en particulier, et elles ont plus de difficultés à répondre en fait positivement aux effets bénéfiques de l'activité physique. Et donc on a vraiment sélectionné les personnes qui ont un minimum d'autonomie, notamment dans les déplacements, pour aller faire l'activité physique adaptée. On n'a pas mis de côté les GIR 2, donc les résidents en GIR 2, mais on estime qu'au niveau cognitif, les atteintes sont souvent trop importantes pour intervenir, notamment lors de séances collectives. Et donc, on ne priorise pas les résidents en groupe iso-ressources 2, donc ils ne sont pas prioritaires. Et si vous voulez les intégrer à l'intérieur de vos groupes, ils ne doivent pas être trop importants. Donc il va falloir argumenter dans votre candidature pourquoi vous intégrez des GIR2. L'objectif, in fine, surtout en lien avec cette thématique-là, c'est de maintenir dans votre programme anti-chute 6 à 12 résidents sur tout l'ensemble du programme anti-chute, donc de la première année jusqu'à la deuxième année. Il va falloir aussi réfléchir à comment faire pour maintenir le nombre de résidents importants dans ces groupes-là. Et donc, vous pouvez candidater à partir de 6 résidents par programme. Il n'y a pas de problème là-dessus, sauf qu'il va falloir maintenir ce niveau important de fréquentation au niveau de vos différents programmes anti-chute. Et on peut aller jusqu'à 12, considérant que déjà à partir de 10-12, en termes de sécurité lors des interventions, ce n'est pas toujours évident. Donc, un programme anti-chute, 6 à 12 résidents possédant un groupe iso-ressources 3-4 ou étant évalué en GIR 3-4 avec exceptionnellement des GIR2, des résidents en GIR2. Les évaluations, il y en a plusieurs. Donc, premièrement, c'est des questionnaires. Il y a 2 questionnaires. Donc, on a les fichiers. Donc, je vais vous partager également sur la page de l'appel à candidature, les fichiers spécifiques, une fois que vous aurez accédé bien évidemment à la suite de votre avis favorable, une fois que vous serez sélectionné pour mettre en place ces programmes anti-chute, je vous partagerai en fait ces questionnaires-là, mais ils sont également accessibles sur Internet, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste que cette façon de faire, en fait, j'ai organisé un fichier Excel qui vous permet juste de cocher ces différentes cases et les scores s'affichent automatiquement en fait. Que ce soit sur le questionnaire Nottingham, qui est un questionnaire de santé perçue, ou que ce soit sur le questionnaire court de peur de chuter, en fait, où il y a juste à poser la question au résident, et ensuite, vous avez juste à cocher sur le fichier Excel, et le score apparaît automatiquement.
Donc ça, c'est vraiment pour vous faciliter le travail. L'objectif là, c'est d'avoir 2 questionnaires. Un questionnaire sur la santé perçue des résidents et un questionnaire sur leur peur de chuter. Des questionnaires qui sont utilisés très souvent dans la littérature scientifique. Deuxième point, c'est les évaluations. Donc 3 types d'évaluations. La première, qui est dans les recommandations d'activité physique de façon générale, lorsqu'on évalue le risque de chute des personnes âgées, c'est la vitesse de marche. On sait que l'effet de l'âge sur l'être humain va diminuer tout un tas de sous-domaines de la condition physique, et notamment la vitesse de marche. Donc c'est un test de marche sur 4 mètres, et moi j'ai besoin en fait tout simplement du temps de réalisation sur 4 mètres. Des tests d'équilibre, statique et dynamique, donc un test unipodal et un test tandem. Alors le test tandem, souvent on n'a pas toujours la même sémantique, mais c'est un pied, considérez ici que je dessine un pied au sol, bien évidemment, et le deuxième pied sur la même ligne. Donc c'est la 3e année que je m'entraîne à faire des pieds sur ces présentations. L'objet là, c'est 2 pieds sur la même ligne. Je pense que vous avez déjà fait ces exercices-là, notamment pour décider d'une équipe ou d'une autre en tant que capitaine lorsque vous faisiez de l'activité physique il y a quelques temps. Peut-être que vous faites encore ce jeu-là où vous déplacez un pied devant l'autre en travaillant sur la même ligne. Donc c'est le test tandem. Et puis ensuite, un test qui est souvent très connu des professionnels de santé et des professionnels de l'activité physique adaptée, c'est le time up and go. C'est un test de relevé de chaise, parcourir 3 mètres jusqu'à un plot, puis faire demi-tour et revenir s'asseoir. C'est ce test qui est juste ici. Donc, un test d'équilibre statique, ou 2 tests d'équilibre statique, pardon, test unipodal, donc test sur un pied droit puis pied gauche, et puis test tandem, pied droit ou pied gauche devant sur la même ligne. Puis un test d'équilibre dynamique, le time up and go. Le dernier volet des tests de conditions physiques sur ces évaluations précises, c'est notamment de la force. Donc la force de préhension, donc il vous faut un grip ou un grip test. Souvent les équipes d'ergothérapeutes en possèdent, mais sinon ils sont vraiment pas très chers dans le commerce. Pareil, de la même façon, c'est des tests qui sont très souvent utilisés dans la littérature pour évaluer en fait le déclin de la force musculaire des personnes âgées. Et on sait que cette force musculaire-là, elle décline forcément. Et on a un indicateur très précis, notamment la force de préhension, donc la force que vous avez lorsque vous saisissez un objet. Et puis, donc ça c'est au niveau des membres supérieurs. Et puis au niveau des membres inférieurs, on a le 5 relevés de chaise, où l'objectif c'est de se relever le plus rapidement possible d'une chaise 5 fois de suite. Donc, 3 thématiques. La première, c'est la vitesse. La deuxième, c'est l'équilibre statique et dynamique. Et la troisième, c'est la force musculaire au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs. Donc, si on reprend, ça c'est la batterie de test qui doit être mis en place lors des programmes anti-chute, avant de démarrer le programme anti-chute, puis à 6 mois, puis à 1 an, puis à la fin des 2 ans des programmes anti-chute. Donc il y a 4 sessions d'évaluation précises à organiser selon le suivi des résidents que vous intégrez dans vos programmes anti-chute. Les séances, donc 12 mois de séances, ça fait environ une centaine de séances par an, de 45 à 60 minutes, où là l'objet c'est de mettre en place des exercices de renforcement musculaire, d'équilibre, de mobilité, des exercices de déplacement, des activités physiques, comme je le disais aussi tout à l'heure, avec des logiques internes plutôt sportives, voire artistiques. Là-dessus, les enseignants d'activité physique adaptée, ils sont libres totalement de mettre en place des exercices très spécifiques, soit de renforcement musculaire lors de la première séance de la semaine, soit plutôt d'équilibre ou de déplacement lors de la 2e séance de la semaine. Ça, cette organisation-là, elle est laissée libre en fait aux différents prestataires ou enseignants à pas qui sont salariés dans vos structures. Puis ensuite, c'est pareil, lors de ces séances, on peut tout à fait mettre en place des pratiques ou des sensibilisations ou d'éducation à la santé par l'activité physique. Afin de limiter en fait les comportements sédentaires qui ne sont pas du tout bénéfiques pour la santé des résidents. Le suivi, donc ça c'est sur la 2e année, on aura l'occasion d'y revenir une fois que l'appel à la candidature aura choisi les meilleurs candidats.
L'objectif lors de ce suivi-là, c'est d'échanger sur la deuxième année, une fois par mois, sur le niveau d'activité physique, sur les pratiques d'exercice qui sont maintenues, sur leur peur de chuter aux résidents. Est-ce que ça se maintient? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça augmente? Et puis, bien évidemment, est-ce qu'il y a eu différents événements indésirables, notamment celle que l'on redoute, c'est la chute avec hospitalisation, bien évidemment. L'implication des professionnels et des aidants, comme je vous le disais au début dans la vue globale que je vous ai partagée, c'est important, notamment sur le programme anti-chute. Qu'est-ce que c'est? Sur également les bienfaits de l'activité physique, je pense que c'est aussi très important pour motiver vos résidents, sur le maintien des capacités par l'activité physique, sur notamment comment lutter contre la sédentarité des résidents, mais on peut tout à fait, et c'est les 3 petits points, voir aussi des sensibilisations à l'intérêt de l'activité physique pour les professionnels, comment aider les résidents à se mouvoir d'une pièce à l'autre. Tout est laissé libre ici pour que les professionnels s'impliquent dans la réussite du programme anti-chute, mais aussi puissent avoir les bons mots, les bons termes pour motiver les résidents. Ce point-là, il est extrêmement important parce que finalement, cette motivation, c'est la pierre angulaire en fait du maintien des résidents dans le programme, parce qu'on voit, et je pense que vous le voyez aussi dans vos pratiques quotidiennes, quand il est question d'activité physique, on voit souvent une baisse de la fréquentation des résidents tout au long de l'année, en fonction de différentes thématiques, mais l'une des premières, c'est souvent la motivation à continuer en fait leur implication dans les programmes d'activité physique. Le nombre de programmes, donc concernant votre candidature, on vous demande de faire le choix par structure, soit 2 programmes, soit 4 programmes. Donc, pas 1 programme, pas 3, pas 5, c'est soit 2, soit 4 par structure. L'objectif, c'est de faciliter la venue d'un prestataire en activité physique adaptée lorsque l'établissement n'en possède pas, notamment pour tenter de s'organiser par demi-journée. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, rappelez-vous, un programme, c'est 6 à 12 résidents en GIR 3-4. Donc, 2 programmes, c'est entre 12 résidents jusqu'à, je fais très mal les flèches et je m'en excuse, jusqu'à 24 résidents. Donc, 24 résidents, GIR 3-4. Donc, un programme, 6 à 12 résidents, 2 programmes, 12 à 24 résidents, avec différentes séances, justement, dans vos structurations hebdomadaires. Donc, par candidature, on entend minimum 2 programmes. Donc, ça, c'est la structure porteuse. Et on vous demande, en fait, quel est l'établissement qui est structure porteuse. Et on pourra échanger de façon plus claire à la fin de la présentation lors de questions ouvertes. Et au maximum par candidature, 12 programmes, c'est-à-dire 4 programmes pour la structure porteuse. Et puis, si elle s'associe avec 2 structures partenaires, donc 2 autres EHPAD qui veulent elles aussi proposer 4 programmes. Désolé, le 4 là est complètement raté. Donc 3 x 4, 12. Donc minimum 2 programmes avec une seule structure porteuse. Vous avez tout à fait le droit en tant qu'EHPAD de proposer votre propre programme anti-chute, en tout cas vos programmes anti-chute. Et puis si vous voulez vous associer parce que vous pensez que c'est plus intéressant, notamment dans l'organisation et dans le déplacement et dans le recrutement de prestataires en activité physique adaptée, de s'associer avec d'autres établissements, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Le dernier point qui est important en lien avec ces programmes, c'est notamment le reporting de données sur le fichier Excel par structure. Donc, vous verrez que ce fichier Excel, vous l'avez, il est accessible directement sur le site de l'ARS. Il y a un point sur l'indicateur résident. Donc, on vous demande en fait des indications très spécifiques sur les tests de conditions physiques, les scores au test de Nottingham ou au questionnaire Nottingham, donc de santé perçue, et au questionnaire en lien avec la peur de chuter. Pareil pour la présence des résidents sur le programme. Pareil pour la présence des résidents séance par séance. Et puis, il y a tout un onglet autour du suivi de programme qui vous sera détaillé un petit peu plus tard une fois que le programme sera déjà lancé. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous mettez en place en termes de sensibilisation et de formation, et ceci tout au long de votre programme anti-chute. Il y a plusieurs cellules qui sont grisées parce qu'en fait, elles se remplissent automatiquement en fonction du remplissage que vous avez de ce fichier-là. Et ce fichier-là, il doit nous être retourné tous les 6 mois.
Donc, c'est vraiment très important qu'on puisse échanger tous les 6 mois, établissement par établissement, donc structure porteuse par structure porteuse, pour voir un petit peu comment fonctionnent tout simplement les différents programmes que vous mettez en place dans vos établissements. Donc, un fichier de suivi par établissement. Donc, dans ce fichier de suivi, si vous avez 2 ou 4 programmes, bah, ça sera très spécifique en lien avec les résidents que vous avez à l'intérieur. Mais c'est important d'avoir un fichier de suivi par établissement et pas par candidature. On pourra revenir dessus largement à la suite de l'appel à candidature. Si je reprends un petit peu les différents points de l'organisation des programmes anti-chute, donc l'objet là, c'est de se dire que le début des programmes anti-chute doivent se faire au premier trimestre 2026 au plus tard. Puis, on a bien 1 an d'activité physique adaptée sur le premier trimestre, enfin première année 2026. Donc, si vous démarrez en mars 2026, votre première année continue jusqu'en mars 2027. Puis ensuite, l'année de suivi, ce sera avril 2027 à avril 2028. Vraiment, c'est 1 an à date d'anniversaire. C'est le début du programme anti-chute. Puis ensuite, vous avez 4 sessions d'évaluation. Donc, la première, la deuxième, la troisième à la fin de ce programme. Donc, vraiment, sur la première année, c'est une année assez dense en termes d'évaluation, de séances d'activité physique adaptée. Et la dernière session d'évaluation, c'est donc à la fin des programmes anti-chute. Vous avez également, autour de ça, une sensibilisation et éducation à la santé par l'activité physique. Alors, là, de ce qu'on voit depuis un peu plus d'1 an, c'est que certains établissements mettent le paquet dès la première année autour de la sensibilisation, l'éducation à l'activité physique par la santé, pour la santé, pardon, et puis ensuite déroulent tranquillement les différents programmes et les différentes séances d'activité physique ou d'évaluation. Et d'autres établissements, en fait, préfèrent mettre le paquet plutôt lors de la deuxième année pour continuer à éduquer, à sensibiliser, à informer en fait les résidents de l'intérêt de l'activité physique, mais que ce soit les résidents, mais aussi que ce soit les professionnels. Donc ça va vraiment dépendre de votre candidature et comment vous souhaitez organiser et comment vous argumentez en fait autour de cet intérêt de la sensibilisation à l'éducation à la santé par l'activité physique. Tous les 6 mois, nous avons besoin des exports des données pour voir un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout, c'est un bon moyen aussi pour nous comme pour vous de faire un point sur qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine, quelles solutions vous avez trouvées et comment on peut trouver des solutions ensemble sur des thématiques qui vous mettent en difficulté, notamment dans la continuité de ces programmes anti-chute. Et à la fin de la première année, je vous envoie un fichier Excel sur le premier rapport d'activité. Donc, comment vous avez organisé les différentes sessions, etc. Et les données, le fameux fichier Excel de suivi, vous aide énormément à nous donner, à remplir en fait ce rapport d'activité. Et en 2028, donc, il y aura le deuxième rapport d'activité pour faire un point sur l'ensemble des programmes anti-chute qui ont été déployés dans vos établissements. Donc, on a 4 sessions d'évaluation, 4 exports de données, 2 rapports d'activité sur 2 ans, et puis une année complète de séances d'activité physique adaptée et une année complète de suivi de programme anti-chute. Donc, ces programmes anti-chute, nous aujourd'hui, au niveau ARS, on a à peu près une enveloppe de 3 millions d'euros pour déployer environ 164 programmes sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a besoin en fait de vos différentes candidatures pour déployer cet ensemble de programmes. Et puis, on va viser au minimum 900, à peu près 1000 résidents en JIR 3-4 en fonction des programmes qui sont déployés en Nouvelle-Aquitaine. Dans le cahier des charges, on a rajouté une ligne sur le fait qu'en fonction de fonds supplémentaires, on pourra accorder un peu plus de programmes, mais ça, on va le savoir vraiment début novembre sur la somme exacte qu'on va pouvoir allouer à ce type de programme anti-chute. Et donc, la subvention accordée pour un programme anti-chute, c'est 17 820 euros. Donc, si vous allez mettre en place 2 programmes, c'est 2 fois 17 820 euros. Vous mettez en place 4 programmes, c'est 4 fois 17 820 euros. Donc ça, c'est cette enveloppe-là, elle est bloquée. Vous demandez moins, c'est très bien. Vous demandez plus, ça ne sera pas accordé. On bloquera à 17 820 euros.
En termes de stratégie de réponse et de priorisation des dossiers, la première chose, c'est que la réponse à l'appel à candidature nécessite un partenariat entre l'établissement et un prestataire en activité physique adaptée, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, que ce soit des enseignants APA qui sont en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, peu importe, l'objet c'est de créer ce partenariat-là. Ou alors, vous avez déjà dans vos murs un enseignant APA qui travaille, qui est salarié et qui peut intervenir directement beaucoup plus souvent ou auprès de nouveaux groupes spécifiques au sein de votre établissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et en fonction de la qualité des dossiers des candidatures, on va forcément prioriser les établissements qui n'ont jamais reçu d'avis favorable depuis 2023 et ou qui n'ont jamais candidaté, histoire justement de déployer au plus large sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et les établissements qui ont déjà été financés en 2024 ne seront pas prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas présenter une candidature. Par exemple, ils ont une aile dans leur établissement ou un établissement qui fait partie de leur mur mais qui n'a pas été financé ou qui n'a pas créé de programme anti-chute. En fait, on pourra complètement regarder vos différentes candidatures et voir si c'est pertinent. Mais si c'est le même établissement qui a créé 2 programmes et qui veut recréer 2 programmes pour 2025, ça ne fonctionnera pas en tout cas. Donc, n'hésitez pas à recandidater si vous avez déjà obtenu des fonds pour la vague de 2023, donc les premiers programmes anti-chute. On reprend en fait cette thématique-là cette année. S'il y a des difficultés, voire même en amont, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter afin qu'on puisse faire un point entre les prestataires ou le prestataire, les enseignants salariés, la structure porteuse prioritairement, pour voir comment on peut fonctionner en lien avec cette dynamique-là, sachant que si les programmes ne sont pas mis en place, ben, en fait, nous, on va récupérer les crédits en fait, directement. Donc c'est vrai que ce serait un petit peu dommage d'être bloqué par des difficultés qui pourraient peut-être trouver des réponses si on se concerte entre la structure porteuse, les prestataires et puis nous, de notre côté, ARS. Donc les prochaines étapes. Je vais prendre en compte vos différentes questions, qu'elles soient là tout de suite ou par mail, on en reçoit quelques-unes. On a mis en place une foire aux questions sur la page du site internet, donc il ne faut vraiment pas hésiter à regarder cette foire aux questions. On a récupéré toutes les questions des années précédentes pour ensuite faire un point sur ces thématiques-là. Le deuxième point, c'est que vous avez jusqu'au 20 juin, donc vous avez 2 mois, en fait, un peu plus de 2 mois pour répondre à cet appel à candidature autour des programmes anti-chute. Donc au 20 juin au plus tard, on ferme en fait démarche simplifiée et on ne peut répondre à cet appel à candidature que sur démarche simplifiée. Et on vous notifiera justement la décision et les allocations des crédits département par département à partir de novembre 2025. Je pense avoir fait le tour. Je vais récupérer je vais plutôt ouvrir les différents micros. Si vous levez la main, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais déjà prendre la première question que je vois marquée en commentaire. Donc, sur les différents réseaux. Alors, si vous êtes un interlocuteur, par exemple, justement le REBS, nous, notre objet, c'est que vous pouvez tout à fait candidater, mais de la même façon, ça sera le REBS qui propose plusieurs candidatures avec différents établissements. Ça veut dire qu'il y aura une candidature sur 3 établissements, une structure porteuse et 2 structures partenaires dans le sud du département, puis une autre candidature dans l'ouest du département et une autre candidature dans le nord du département. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais quoi qu'il arrive, ça sera par candidature. On entend une structure porteuse qui porte 2 ou 4 programmes anti-chute avec une ou 2 structures partenaires qui, elles aussi, peuvent porter 2 à 4 programmes anti-chute. Alors, Madame Jamoto, n'hésitez pas à prendre la parole. Normalement, votre micro est ouvert. Bonjour, merci
pour cette présentation. Donc, Mélodie Jamoto, directrice du Belvédère Sainte-Clotilde, l'EHPAD de Vouillers pour le groupe AFP. Vous l'avez évoqué notamment dans votre présentation, je me permets d'y revenir. Nous, c'est vrai qu'on a déjà déposé un dossier à 2 reprises. Donc, à 2 reprises, on a eu un refus. Donc, il y a une petite pointe de démotivation. Est-ce que ça vaut le coup qu'on retente le coup une 3e fois ou est-ce que l'enveloppe n'est toujours pas suffisante pour répondre à toutes les demandes? Merci pour votre retour. Alors, je vais reprendre la question un peu par la fin. L'enveloppe, quoi qu'il arrive, elle ne sera pas suffisante pour financer tous les établissements. Donc, malheureusement, ça c'est certain. Par contre, si vous avez reçu une réponse négative en 2023, en 2024, vous avez encore plus de chances en 2025 pour être retenu. Ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre contact avec vos interlocuteurs en délégation départementale, peut-être pour revoir un petit peu ce qui n'a pas été dans vos différentes candidatures, pour essayer justement d'optimiser au mieux la réponse à ce nouvel appel à candidature. Ok, merci. Pour répondre à des questions du chat, non, on ne propose pas le prestataire en activité physique adaptée. C'est soit à vous de le trouver, mais comme beaucoup de prestataires en activité physique adaptée sont aussi au courant de l'appel à candidature, souvent ils vont peut-être souvent vous solliciter aussi pour mettre en place ce type de programme anti-chute. Alors, comme marqué en lien avec le matériel, comme marqué dans le cahier des charges, on ne finance pas de matériel. Donc, on exclut le financement du matériel et on exclut également le financement des déplacements des professionnels. À l'intérieur, dans cette enveloppe de 17 820 euros, on ne souhaite pas du tout investir dans du matériel ou dans du déplacement. C'est vraiment de la coordination, d'engager des gestions, des réunions pour être présent notamment pour organiser tout ce programme ensuite avec vos établissements sur la mise en place des séances, la mise en place des évaluations, bien évidemment une année d'activité physique adaptée, c'est environ une centaine de séances et les évaluations ne font pas partie des séances d'activité physique. Ça veut dire qu'il y a bien une centaine de séances d'activité physique et par-dessus, il y a les évaluations. Et on va peut-être pas prendre. Les évaluations vont se faire peut-être au fil de l'eau. Elles vont peut-être prendre 2, 3 semaines parce qu'il y a un nombre important de résidents et que les enseignants APA ne peuvent pas tout le temps être disponibles. Mais une fois que le programme et les évaluations sont passées, les séances continuent en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne? Peut-être d'expliciter certains points. Non, merci, c'est clair. Merci. N'hésitez vraiment pas à argumenter la façon dont vous allez maintenir le nombre de résidents dans vos groupes, en fait. Le nombre de résidents dans vos groupes, comment ils vont se déplacer, c'est-à-dire comment ils vont être brancardés. Est-ce que c'est l'animateur ou l'enseignant APA qui va se déplacer? Est-ce que c'est, je sais pas moi, il y a une heure particulière où tout le monde se donne rendez-vous dans la salle de restauration pour ensuite se déplacer dans une salle d'activité physique adaptée, si vous avez la chance d'en posséder une, ou l'inverse en fait, peu importe, mais plus on aura des détails précis sur l'organisation de la mise en place de votre programme anti-chute et des programmes anti-chute dans votre établissement, plus on sera en capacité en fait d'évaluer correctement votre candidature. Concernant la période de suivi, sur la 2e année, en fait, c'est des entretiens mensuels, résident par résident, avec les enseignants APA sur qu'est-ce qu'a pratiqué comme activité physique le résident. Est-ce qu'il a réussi à maintenir sa présence
des sorties, des séances, est-ce qu'il a continué à se balader dans le jardin thérapeutique si vous en possédez un, est-ce qu'il a participé aux différentes sorties culturelles où il y a eu un petit peu de marche, comment il continue à se déplacer à la salle de restauration, est-ce qu'il vient en marchant aux séances d'animation au sein de votre EHPAD, etc., etc. C'est de faire un point sur son niveau d'activité physique, puis c'est aussi faire un point en termes de tests de conditions physiques sur le time up and go, la peur de chuter et la santé perçue. Donc, c'est tous les mois, c'est résident par résident qui ont participé, c'est bien ceux qui ont participé au programme d'activité physique adaptée lors de la première année, pour voir un petit peu comment ils se maintiennent dans le temps. Alors, sur le cumul de financement, normalement, pour la mise en place de ces programmes anti-chute, non. Ça veut dire que nous, on vous finance pour les programmes anti-chute qui visent les résidents en GIR 3-4. Par contre, si vous avez candidaté à des appels à projets, que ce soit des mutuelles, voire même la conférence des financeurs, la prévention de la perte d'autonomie, bah, il va falloir nous le dire déjà premièrement, mais de toute façon on est assez facilement au courant, et puis ensuite de justifier le fait que peut-être que les séances qui sont financées par une autre administration visent les GIR 5-6 ou les GIR 1-2, et vous demandez un financement spécifique pour les GIR 3-4. L'objet, c'est de pouvoir argumenter correctement pour ne pas avoir des doubles financements sur des thématiques qui n'en ont pas besoin, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, il y a des séances, la question de Monsieur Gauthier, il y a des séances qui ne vont pas pouvoir se faire, notamment lors des vacances, période de congé, jours fériés, etc. Mais l'objet, c'est d'essayer de tendre vers cette centaine de séances d'activité physique le plus possible, malgré la période de congé ou de vacances des prestataires ou des enseignants à pas qui sont salariés au sein de vos établissements. Ce qu'on ne veut pas voir apparaître, c'est notamment une séance d'activité, enfin, des séances d'activité physique qui sont à moins de 70 par exemple, parce que le prestataire considère que les séances d'évaluation sont des séances d'activité physique adaptée. Non, ça c'est pas ce qu'on veut voir. C'est-à-dire que sur le premier mois par exemple et le 7e mois, donc 6 mois après, lors des tests de conditions physiques, il y a bien les séances en même temps. Et c'est pas grave si le programme démarre alors que tous les raisons n'ont pas été testés. Question de Madame Granet. Il est tout à fait possible d'envisager le travail avec un prestataire extérieur en activité physique adaptée lorsque vous avez un temps réduit d'enseignant à pas salarié dans votre structure. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut juste réfléchir à l'organisation en fait. Mais dans ce cadre-là, peut-être qu'il est aussi préférable de voir évoluer certains contrats sur une période assez courte en fonction de la dynamique que vous mettez en place dans votre établissement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez revenir? N'hésitez pas à prendre la parole également. Donc cette présentation sera disponible sur le site de l'appel à la candidature de l'ARS, le support et l'enregistrement en vidéo d'ici le début de semaine prochaine, normalement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement ars-vieillissement@ars.santé.fr. Normalement, vous avez l'adresse qui est directement marquée sur le document du cahier des charges. Vous pouvez, alors, la question de Eloria Aneta ou Anetas, désolé pour la prononciation, vous pouvez tout à fait, l'argumentation sur le recrutement d'un enseignant à pas en interne dans votre établissement ou le fait de choisir un prestataire, ça en fait, c'est
votre politique de ressources humaines en fait qui va décider parce que le financement il est sur 2 ans. Il s'étale sur 200, donc c'est 17 820 euros fois 2 ou fois 4. En fait, ça c'est à vous en fonction de la capacité de votre établissement à récupérer un nombre important de résidents en JR 3-4. Ça, c'est, j'ai envie de dire, vos stratégies RH qui vont potentiellement faire la bascule entre bah, on préfère recruter un enseignant à part en interne ou passer directement par un partenariat avec des prestataires en activité physique adaptée. Donc les deux sont largement envisageables en fait. Alors effectivement, le financement couvre pas un temps plein, ça, j'entends, hein, mais si c'est 2 ou 4 programmes, il y a peut-être moyen aussi de travailler avec des structures partenaires pour optimiser en fait la présence d'enseignants à pas sur un, deux ou trois établissements en même temps, histoire de travailler sur cette enveloppe-là qui pourrait voir le partage de l'expertise d'enseignants à pas sur ces différents établissements. L'organisation, la structuration, elle est vraiment de votre côté concernant la mise en place de l'activité physique adaptée pour répondre en fait au cahier des charges des programmes anti-chute. N'hésitez pas à vous rapprocher également de vos interlocuteurs ou interlocutrices en délégation départementale ARS afin de faire un point peut-être sur des prestataires ou sur des, euh, oui, des partenariats que vous pourriez monter ou co-organiser afin de répondre correctement au cahier des charges. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres retours? Concernant le temps de réalisation de la batterie de test, alors en fait, c'est assez difficile de répondre à cette thématique parce que ça va vraiment dépendre de l'autonomie du résident. Mais il est tout à fait possible, j'ai envie de dire, d'utiliser certains professionnels de santé de votre établissement pour faire passer les questionnaires notamment, qui peuvent être assez faciles pour un aide-soignant, une infirmière, en fonction du temps, bien évidemment, et de votre organisation. Hein. Mais ça peut être tout à fait facile à mettre en place, en tout cas, ou pas forcément simple, mais plutôt facile à mettre en place. Puis les tests de conditions physiques organisés par l'enseignant à pas, voire même une organisation avec le kiné qui peut intervenir en fonction de ces tests-là, à voir comment vous vous organisez avec vos professionnels. Mais généralement, ça prend à peu près moins d'une demi-heure par résident, en fonction de leur autonomie, bien évidemment. Certains tests seront plus faciles pour certains, un peu moins pour d'autres. Il y aura peut-être une perte de temps plus importante dans l'organisation. Il y a peut-être une façon d'organiser aussi ces batteries d'évaluation, vous permettant en fait de faire passer plus facilement tous vos résidents. Vous n'êtes pas obligé de passer toute la batterie de tests sur la même journée. Vous pouvez aussi décaler sur une semaine. L'objet, c'est vraiment de faire passer ces tests-là et de récupérer les données de façon les plus facile possible afin que nous, de notre côté, ARS, on puisse faire un export et suivre correctement l'impact en fait de ces programmes-là. Alors, la question de Madame Texier, s'il y a déjà un enseignant pas qui est salarié et qui met déjà en place ces programmes anti-chute, bah, j'ai envie de dire c'est parfait. Ça veut dire que si vous les mettez déjà en place de la même façon, ça, il n'y a pas de problématique. C'est-à-dire que l'enveloppe, finalement, vous n'en avez pas besoin. J'ai envie de répondre ça, mais je ne sais pas si ça répond correctement à votre demande. Ou alors peut-être qu'il serait intéressant de développer ces différents programmes auprès d'autres catégories ou d'autres personnes, en fait, au sein de l'établissement. Les batteries de test sont lourdes. Effectivement, en fonction des résidences, ça peut être considéré comme lourd. Mais c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui d'apporter une preuve de l'intérêt de ce type de programme
pour, in fine, tenter de trouver des solutions pour maintenir ces programmes ou ces séances d'activité physique de façon pérenne. Alors aujourd'hui, on passe par des appels à candidature, effectivement, mais peut-être que dans le futur, quand on aura suffisamment de données sur l'intérêt de ces programmes dans les EHPAD, ben, on pourra appuyer des enveloppes financières beaucoup plus importantes auprès du national pour maintenir en fait ces différents programmes tous les ans. Alors les tests d'évaluation peuvent se faire avant le début des séances avec l'enseignant APA, mais ils peuvent aussi se faire au fil de l'eau en fonction de l'intégration des résidents. Et puis on peut aussi démarrer par des séances d'activité physique adaptée avec une intensité légère de découverte de la motricité et faire passer les tests d'évaluation en même temps lors des 3-4 premières semaines. Ça, il n'y a pas de problématique là-dessus. C'est juste que sur ces 3-4 premières semaines, il y a une charge importante de travail de l'enseignant APA ou des professionnels qui vont s'investir pour évaluer en fait les résidents. Ça, c'est certain. Surtout si c'est bien évidemment l'enseignant APA ou le prestataire qui est choisi, et c'est lui peut-être potentiellement le seul qui va faire passer ces questionnaires et ou ces tests de conditions physiques. Là, c'est sûr que sur les premières semaines du début de programme anti-chute, il y a une charge importante. À 6 mois, pareil, et à la fin de la première année aussi. Alors justement, au sein même de l'ARS, on tente avec les collègues de la direction déléguée à l'autonomie de travailler sur des modèles de pérennisation. Donc là aujourd'hui, on est malheureusement contraint par les enveloppes budgétaires qui sont négociées d'abord au national et ensuite derrière nous, on essaie de renégocier avec les différents services de l'ARS en région pour pérenniser en fait ce type d'action. Il y a d'autres idées qui émergent, notamment, et on va lancer des groupes de travail là-dessus, de concertation département par département, sur une voie de pérennisation qui serait l'embauche en fait d'un enseignant APA transversal à différents établissements. Donc on est en train d'y réfléchir et vous serez tenu au courant d'ici le mois de septembre sur ces réflexions-là autour de cette dynamique de pérennisation de ces programmes-là, parce que évidemment, beaucoup de directeurs d'établissements, directrices d'établissements et de structures se rendent bien compte que c'est un effet extrêmement positif, que ce soit pour les résidents, mais aussi pour les équipes. Maintenant, c'est essayer de trouver des solutions qui nous permettraient justement de mettre en place un nouveau type d'expérimentation, non pas sur le financement de programmes anti-chute, mais sur le financement d'enseignants APA qui pourraient avoir un rôle transversal auprès de différents établissements. Donc on vous tiendra au courant pour la suite, mais c'est une des idées qu'on a aujourd'hui et on sera complètement ouvert à l'échange, aux différents échanges pour peut-être avoir ces concertations, pour avoir de nouvelles idées qui vous permettraient de maintenir ces différents programmes d'activité physique adaptée. Et évidemment, si c'est un poste, si vous choisissez de recruter un enseignant APA sur un mi-temps ou un tiers-temps, peu importe le pourcentage de TP, c'est un poste qui n'est pas pérenne, évidemment, et c'est malheureux, comme je viens de le souligner. Mais il faut travailler dans le sens là d'abord, et puis voir un peu comment on peut tenter de pérenniser ce type de poste. Donc oui, il faudra bien prévenir évidemment sur le contrat si c'est plutôt un CDD qu'un CDI. On va pouvoir normalement clôturer ce webinaire qui sera disponible sur la page de l'appel à la candidature. Je vous remercie pour toutes vos questions, commentaires.